Nous voici ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour un nouveau rendez-vous des futurs, un rendez-vous du futur très spécial puisqu'il prend place dans le cadre de ce 7e forum Changer d'air dont nous sommes partenaires depuis l'origine, depuis le début. Nous avons un plateau très particulier avec une question puissante, mais on va prendre le temps d'un échange. Un échange avec Fabienne Billat. Bonjour Fabienne. Bonjour Éloi. Fabienne, vous êtes conseillère en communication et stratégie numérique, fondatrice de la délégation Femmes du numérique pour le Syntec numérique à Lyon, et vous êtes également membre du comité digital de la Caisse des dépôts. Et Violaine Lucas. Violaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de YesWomen.eu et conseillère régionale des Pays de la Loire. Vous êtes co-auteur avec l'avocate féministe Gisèle Halimi, qu'on connaît bien évidemment, de la clause de l'européenne la plus favorisée. Alors, dans mes petites notes, moi j'ai noté que c'était un projet d'harmonisation par le haut des droits de la femme, des droits des femmes dans l'Union européenne. En un peu plus de mots, comment on pourrait parler de cette clause de l'européenne la plus favorisée, Violaine? Alors, la clause de l'européenne la plus favorisée, Gisèle Halimi en a eu l'idée dès 1979. C'était la première élection au suffrage universel direct du Parlement européen. Et avec quelques femmes, elle s'était demandé en quoi l'Europe pouvait être une chance pour la défense de leurs droits. Et elle s'était attelée au départ à la tâche de comparer les droits des femmes dans l'Union européenne. En fait, elles ont laissé ce projet de côté parce qu'il y a eu d'autres enjeux qui sont arrivés dans la vie de l'association Choisir la cause des femmes que Gisèle avait cofondée avec Simone de Beauvoir. Et on a repris en fait ce projet. Alors, quand moi je suis arrivée un peu plus tard en 2003, et en 2003, on a commencé à comparer les droits des femmes dans tous les domaines de la vie des femmes, c'est-à-dire les droits sexuels et reproductifs, le droit de la famille, la lutte contre les violences faites aux femmes, le travail, l'indépendance économique des femmes et la vie politique. Et dans tous ces domaines, on a fait un comparatif de ce qui existait dans les différents pays de l'Union européenne et ce qui fonctionnait. Et ce qui permettait le mieux d'émanciper les femmes, c'est-à-dire qu'elles puissent toutes choisir en Europe du moment de choisir de donner la vie, parce que ça n'est pas le cas partout dans l'Union européenne. De la même façon, il y a des pays où c'est interdit, des États membres dans lesquels c'est interdit, d'autres où c'est autorisé, mais c'est compliqué de le faire. Et puis on voit qu'il y a des menaces aux États-Unis, en Alabama, dans d'autres États. Il y a des reculs significatifs sur l'avortement. Et donc on se dit qu'il faut être très vigilante pour que les femmes puissent encore, en Europe demain, choisir du moment de donner la vie. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'elles puissent toutes, qu'on prenne le meilleur de ce qui existe dans un des États membres pour le rendre applicable à l'ensemble des citoyennes européennes. Donc ce projet-là était ce qui nous a occupé un long temps. Et alors on en est où sur ce projet là en 2019? On sort d'une phase électorale. Est-ce que ça a été un thème qui a réémergé ou est-ce que finalement on l'a laissé un petit peu de côté ou alors, on en est où? Non, le thème a réémergé. Alors forcément, il avait été, il y a 10 ans déjà, pris par plusieurs partis politiques, du MoDem jusqu'au Front de gauche il y a 10 ans. Europe Écologie Les Verts l'avait pris aussi, le Parti Socialiste aussi l'avait repris il y a 5 ans. Et puis là, c'est redevenu un débat important. Ça a été porté aussi bien par la candidate de La République En Marche que par d'autres listes. À gauche, enfin, le PCF le portait aussi. La France Insoumise le portait aussi, Place Publique, le PS aussi. Donc le débat est toujours là, toujours d'actualité. Il y a simplement que dans notre travail, nous, alors peut-être que j'anticipe sur d'autres questions, mais le travail que nous menons au sein de YesWomen.eu, qui est la structure que maintenant c'est Maria Cornaz qui la préside depuis peu, nous travaillons à réactualiser cette analyse. Et puis nous commençons à revenir à l'origine du projet, puisque quand Gisèle Halimi en avait eu l'idée, on était donc en 1979 et elles avaient décidé donc d'harmoniser par le haut les droits des femmes dans l'Union européenne. Elles avaient ajouté 2 choses qui leur semblaient essentielles, qui étaient 1, abolir la peine de mort, parce qu'en 1979 c'était pas encore le cas. Elles voulaient que partout en Europe on ait aboli la peine de mort, et surtout, chose sur lesquelles elles n'ont pas continué à travailler, elles voulaient que les femmes puissent avoir cette harmonisation par le haut de leurs droits dans un monde durable. C'est-à-dire qu'elles mettaient l'écologie aussi au cœur de leurs revendications en 1979, et ensuite elles ne l'ont pas gardé. Et en reprenant cela, en voyant que finalement se revendiquer d'un certain féminisme des partis politiques ou des mouvements qui, par ailleurs, dans d'autres domaines, ne se révèlent pas très respectueux du rapport à la nature, qui sont dans un rapport de prédation à la nature ou dans une vision politique des choses, de prédation, de compétition, etc.,
tout en se revendiquant du féminisme, on s'est dit peut-être qu'il faudrait revenir à ce fondamental qui avait été posé par Gisèle Halimi, et se poser la question de savoir comment nous pourrions faire converger à la fois notre vision d'un monde écologique durable et d'un monde qui soit harmonieux pour les femmes. Et c'est comme ça qu'on en est venu à l'idée de parler d'écoféminisme, et à nous intéresser de plus près à ce mouvement de l'écoféminisme. Gisèle Halimi, j'imagine, suit tout ça de très près. Vous la voyez régulièrement. Comment vit-elle ce sujet encore en 2019 ? Alors, Gisèle est maintenant, a maintenant 92 ans. Elle suit évidemment avec énormément d'intérêt tout ce que nous faisons. Son regard, alors, ce serait très compliqué en fait, parce que Gisèle Halimi, enfin ce qui est compliqué, je veux dire, c'est le fait qu'elle soit toujours aussi féministe et toujours aussi offensive et toujours aussi drôle dans son engagement, est aussi assombrie, alors par des chagrins qui la touchent elle familialement, mais aussi par des fois l'impression qu'elle a de retour en arrière sur la condition sur les droits des femmes. Pas que dans l'Union européenne, mais en France, et puis sur des retours en arrière comme ça dans plein de domaines qui faisaient qui font que parfois quand je l'ai au téléphone, elle est un peu déçue finalement, parce que toute une vie d'engagement, et voir qu'on a de tels reculs, de telles violences encore contre les femmes, mais d'une façon générale contre la situation des migrants ou des populations qui sont persécutées dans un rapport de violence, et voir qu'on n'a pas réussi à construire une société qui aujourd'hui se révèle plus humaine, je crois que c'est un sujet aussi un peu de déception. Mais dans le fond, elle reste, et ça c'est vraiment très amusant à entendre dans sa voix. Moi j'ai toujours entendu dire qu'il n'y avait qu'une seule chose dans la vie qui méritait qu'on se lève tous les matins, c'était un engagement. Et c'est drôle parce que ça lui donne toujours de la force, ça lui donne toujours de l'énergie, ça lui donne toujours l'envie de rire. Et ça, c'est, voilà, à 92 ans, à elle est toujours comme ça. 92 ans, c'est toujours son oui. moteur. Oui, oui, c'est évident, vous l'avez au téléphone, elle aime rire, elle aime savoir qu'on est là, elle nous remercie d'être là, elle n'arrête pas de nous dire qu'on est les filles qu'elle n'a pas eues. Ouais. Donc voilà, les filles de choisir. Alors il y a plusieurs générations de filles de choisir, mais voilà. Je vais mettre les pieds dans le plat, si je puis dire, Fabienne. Je vais être un petit peu provocateur, et puis je vais dévoiler un petit peu les coulisses de la préparation de cette émission également. Oui. Le titre de cette émission, à la conquête d'une autre société digitale pour un nouvel humanisme féministe. Fabienne, vous n'êtes pas à l'aise avec cette question. Là, je mets les pieds dans le plat. Pourquoi vous n'êtes pas à l'aise avec cette question ? Je voulais la poser à l'auditoire en disant, et vous, qu'est-ce que vous en pensez, justement ? Non, je voulais juste reprendre un petit peu le propos de Violaine, et j'ai trouvé très intéressant cette idée de mettre une cause assez passionnelle dans un contexte. Et je pense qu'aujourd'hui, et je suis plutôt dans le numérique et les femmes et le numérique, mais je trouve ça intéressant de le remettre dans le contexte. Alors malheureusement, moi, je suis avec mes femmes du numérique. Pardon, quelle était la question, Éloi ? Pourquoi ce thème ne vous... Humaniste, féministe, c'est évident. Enfin, je veux dire, alors, est-ce que la femme avec son care, etc., le fait d'être enceinte, d'avoir des enfants, aurait plus d'humanité et d'humanisme qu'un homme ? Bon, plein de questions. Pour moi, la société, elle s'est faite avec des hommes et des femmes. Je suis un petit peu conventionnelle sur ce point-là. Et il me semble qu'elle peut que se reproduire avec, en tout cas, ce schéma-là et d'autres, bien entendu. Bien sûr. Et autant masculin que féminin. Donc je ne comprends même pas la question. En même temps, elle me provoque. Ouais. En même temps, il faut peut-être se la poser encore, ce qui est effectivement ennuyeux, parce que pour moi, c'est une régression. Mais c'est pourtant une réalité. Enfin, quand on voit des mouvements comme Jamais sans elle, etc., souvent, je suis poussée sur la scène parce qu'il faut une femme. Et bon, je ne veux pas dire que je suis la Libye systématique, mais tout de même. Donc c'est un petit peu des paradoxes. Mais pourquoi pas, on peut poser la question, effectivement. Après, ça me fait penser aussi à la question des quotas. On a toujours tendance, effectivement, à vouloir imposer des quotas. Il y a toujours un débat. Pourquoi pas ? Je crois que c'est une députée européenne qui disait « Je suis contre les quotas, mais je suis pour les effets qu'ils produisent. » Banco. Oui. Donc vous adhérez avec ça ? Je suis, oui. Mais oui, puisqu'on n'arrive pas à faire bouger la cause autrement, et je le vois justement avec les femmes du numérique, avec la délégation que j'ai créée et le Syntec numérique avec lequel j'ai travaillé, on peut bien communiquer, on peut bien aller dans les classes, on peut bien rencontrer tous ces étudiants geeks,
Ça bouge pas, c'est quand même frustrant. En plus, on fait de l'expertise bénévole, donc on est doublement puni, c'est-à-dire qu'en même temps on travaille un sujet, en même temps on n'est pas reconnu dans ce sujet, et en même temps on a besoin de ce sujet parce que là on le voit, c'est quasiment sociétal, c'est-à-dire s'il n'y a pas de femmes dans le numérique, on voit nos services clients, etc., vont être complètement biaisés. Je suis avec les hommes, et pour les hommes bien entendu, mais pas seulement les blancs de 30 ans de race caucasienne. Si on veut se développer, il faudra évidemment, on revient à ce mot sempiternel de diversité, de mixité, etc. Mais là, c'est carrément essentiel pour le futur de nos services et de notre éthique. L'éthique passe par là aussi. Et quand vous en parlez à des DSI ou à des directions générales de groupe, ils vous demandent de venir pour les conseiller. Est-ce qu'ils écoutent ces conseils? Est-ce qu'ils essayent d'aller vers plus d'inclusion dans leur direction numérique, Parce qu'effectivement, on dit beaucoup qu'il faut que le numérique soit aussi au féminin. Moi, je dirais qu'il faut qu'il soit Alors, je pense que je transdisciplinaire. pense que finalement, c'est aussi beaucoup une question. Alors, je ne sais pas si c'est générationnel, mais en tout cas de curiosité, de nature. Selon les managers, c'est-à-dire pour certains, c'est une évidence et c'est incarné. Pour certains, c'est une évidence, mais c'est pas incarné dans leurs entreprises. Et c'est là où il faut peut-être des quotas. Et pour d'autres, c'est même pas un sujet. Ça m'hallucine un peu parce que, encore une fois, dans la vie quotidienne, on vit tous ensemble et ça se passe plutôt harmonieusement. Et je comprends pas pourquoi c'est pas transposé dans le monde économique, sachant. Alors, ce qu'il y a de bien maintenant, c'est parlant auprès de la communauté masculine, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des enjeux économiques et des points de PIB qu'on perd parce que nous n'avons pas d'entreprises suffisamment diversifiées. Ce sont des points, c'est de la croissance. Et là, c'est validé par des études. Donc, ça devrait être un élément moteur, puisqu'il y a de l'argent derrière. Violaine, vous en pensez quoi de ce débat? Est-ce qu'il y a débat d'ailleurs? Sur quel point? Autour, oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Autour soit des quotas, soit de l'humanisme féministe. Alors, il y a des choses là que j'entends enfin, en tout cas, moi, je ne porte pas du tout l'idée que les femmes seraient par essence plus aptes aux soins, plus aptes à l'empathie. Oui, on est d'accord, on est bien d'accord. Alors, c'est pas vrai, c'est l'éducation qui fait que on va orienter plutôt les stéréotypes éducatifs, qui orientent plutôt les femmes, les petites filles, les jeunes filles, vers le soin, l'empathie, la délicatesse, l'expression des émotions. Et puis de l'autre, tout le temps de façon éducative, on fait de stéréotypes en demandant aux petits garçons d'être agressifs, d'être sûrs d'eux, de s'affirmer, d'être leader, de partir faire la guerre, etc. etc. Et ça, je pense que c'est ancré en nous, dans nos pensées, enfin dans nos façons de faire. Ces stéréotypes-là sont ancrés dans nos esprits, parfois et dans certaines communautés professionnelles plus que dans d'autres. Et pour les défaire, ou pour laisser entendre qu'il y a d'autres façons de faire, il faut agir à la racine, c'est-à-dire dans l'éducation même. Mais je crois que les gens ne comprennent bien les choses que quand ils se sentent, entre guillemets, menacés dans leur pouvoir, ou quand ils sentent qu'ils ont en face d'eux un impératif. Ils ne se font pas un impératif de placer des femmes en politique ou de laisser rentrer des femmes en politique. Ils se le font, cet impératif, quand la loi les y oblige. Ça marche plutôt comme ça, semble-t-il. Donc, tant qu'il n'y a pas une attitude volontariste dans les organisations, de donner autant d'espace aux femmes qu'aux hommes, eh bien c'est plutôt une bonne chose que la loi les y oblige. Je me souviens, petite fille, d'avoir vu à la télévision Margie Sudre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Margie Sudre, qui avait des responsabilités politiques, parler du machisme qu'elle subissait dans le monde politique. J'ai l'impression des fois quand j'entends d'autres femmes qu'heureusement qu'il y a la loi sur la parité, sinon ce machisme serait encore à l'œuvre. Et pourtant on a l'impression qu'on le voit encore à l'œuvre. Évoluer. Oui, on a l'impression de le voir encore à l'œuvre. Et une fois de plus, il n'y a pas de stigmatisation et d'opposition d'un côté des femmes entièrement victimes, de l'autre des hommes entièrement bourreaux. Il y a vraiment l'idée qu'il y a des sensibilités liées à l'éducation reçue. Et que dans l'éducation reçue, il y a des hommes qui sont extrêmement attentifs aux autres, extrêmement attentifs aux soins, extrêmement attentifs à la place accordée à chacun, dans le respect de ce que chacun a à dire ou faire, et des femmes qui sont dans des attitudes extrêmement répressives, extrêmement agressives,
violente de prédation. Et que le soin, par exemple, les travaux de Cynthia Fleury autour du soin et de la compassion sont extrêmement intéressants à montrer comme un écho de cet écoféminisme dont on parle et qui vise à modifier profondément les structures de relations interpersonnelles pour faire en sorte que le meilleur de chacun puisse ressortir. Il y a des bonnes choses à prendre dans l'éducation des garçons, l'affirmation de soi, l'affirmation de ses goûts personnels, de ce que l'on est, etc. Ce pas des choses que nécessairement on apprend aux petites filles. Ouais. Et inversement, voilà, il y aurait à apprendre l'expression des émotions, des ressentis aux petits garçons, comme on ne le fait pas comme aux petites tout filles. le temps. Fabienne, vous vouliez intervenir. Pour sortir justement effectivement de, alors c'est toujours sur le focus femmes du numérique et qu'il n'y a que 11% d'étudiantes, etc. dans les filières techniques et numériques spécifiquement. J'ai creusé, bien évidemment, et c'est ce que tu dis est intéressant parce que c'est pas mondial, c'est-à-dire que c'est quand même aussi structurel, c'est socio-économique également, c'est-à-dire que dans les pays d'Amérique latine, en Russie, en Corée, il y a des femmes qui ont monté des écoles du numérique. Il y a 50% d'étudiantes en numérique, en Amérique latine également. Donc là, on se pose la question du culturel et de l'éducation, etc. Ce n'est pas une fatalité. Qu'est-ce qu'on fabrique effectivement en France et en Europe particulièrement pour avoir aussi peu de femmes représentées, encore une fois, dans cette filière-là? Et puis ça se retrouve dans d'autres secteurs, dans des espaces de formation, parce que le numérique c'est vraiment effectivement très marquant, mais des espaces de formation dans les arts, dans la culture par exemple, où les femmes sont très présentes dans les écoles et où quand elles arrivent, elles ne percent pas dans le monde professionnel. Ça, c'est au moment de... Voilà, des fois quand elles sont majoritaires dans certaines filières de formation, pour autant, elles ne seront pas en responsabilité, elles ne seront pas forcément chefs d'entreprise, elles ne seront pas forcément les plus représentées dans le monde du travail ensuite. On a l'impression que tout ça, ça prend quand même un temps fou. Effectivement, on parlait de Gisèle Halimi, 92 ans, qui parfois baisse encore un petit peu les bras. Oui, parce que, en même temps, je pense qu'il y a des avancées. Vous gardez l'espoir quand même. beaucoup d'espoir, mais il y a des avancées. Puis je pense qu'il y a une jeunesse qui est très, j'ai le sentiment, en tout cas, une jeunesse qui a pris conscience. Il n'y a qu'à voir la jeune femme dont le prénom m'échappe. Qui a lancé les journées sur le climat, Greta, voilà, qui montre bien qu'il y a une jeunesse qui est extrêmement réactive et qui est très informée de tous les enjeux. Et qui est également certainement affranchie d'une certaine éducation. Et qui a plus de liberté et moins de clivage comme ce qu'on a pu avoir avant. Et je pense que les retours en arrière sont d'autant plus forts qu'en réalité, on passe il y a un effet cliquet, des choses sur lesquelles on ne reviendra sans doute pas. Je pense que de ce point de vue, les hashtags MeToo, tous les hashtags qui ont permis la dénonciation des violences sexuelles, qui ont permis qu'en Irlande, les femmes accèdent, on abroge le 8e amendement qui interdisait jusqu'alors l'accès à l'avortement, ou d'autres, Hermana en Espagne pour dénoncer les viols. Tous ces hashtags-là sont autant de cliquets qui font avancer notre cause et nous donnent toutes les raisons d'espérer. Parce que derrière, je trouve qu'il se passe plutôt des très belles choses. Oui, je peux pas finir cette émission en parlant également des cliquets néanmoins négatifs, comme ces questions qui ressurgissent violemment aux États-Unis, par exemple. Est-ce que c'est juste une sorte de parenthèse négative et on en sortira bien vite, ou est-ce que c'est vraiment un cliquet C'est une vraie question, parce que les collapsologues diraient qu'on a encore peu de temps pour y réfléchir. De toute façon, on finira tous d'accord en disparaissant si on ne fait rien. Mais il y a deux grands blocs. On l'a vu pendant les élections européennes. Il y a tout un mouvement de pensée qui s'appelle l'agenda Europe, qui s'appelle Restaurer l'ordre naturel, qui est financé par de grands milliardaires climato-sceptiques, misogynes, homophobes, qui donnent énormément d'argent. Ils sont mexicains, il y en a de différentes nationalités, il y a des Russes notamment, qui mettent énormément d'argent avec un programme extrêmement précis de annulation du divorce, interdiction du divorce. Non, ils ont mis tous les objectifs qu'ils visent pour l'Europe. Donc interdiction du divorce, du mariage pour tous, de l'accès à la contraception, de l'accès à l'avortement. Ils se sont fait un agenda extrêmement précis et ce sont les mêmes qui, avec Trump, sont à l'œuvre aux États-Unis. Donc ça existe, c'est là. Ça, d'une certaine façon, dans la grande organisation, Steve Bannon, par exemple, veut créer cette grande internationale qui rétrograde, réactionnaire.
et qui menace à la fois, donc qui est à la fois climato-sceptique et à la fois homophobe et antiféministe. Le seul avantage, c'est qu'on les connaît, on connaît leurs méthodes et on peut savoir aussi comment contrer tout ça. Oui, et on peut penser aussi que ce sont aussi les derniers éclats en fait, de leurs revendications, peut-être. Du très ancien monde. Merci beaucoup, mesdames. Le temps nous manque, mais j'ai envie de dire que cette émission est une sorte de prémisse à une grande émission autour de l'écoféminisme, que je l'annonce là comme ça. Une grande émission autour de l'écoféminisme que nous allons faire fin octobre. Ce sera au Cube et ce sera une nouvelle grande soirée des Rendez-vous des Futurs. Merci beaucoup, Fabienne. Merci beaucoup, Violaine.